Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est moi, Esquimon, qu'on appelle aussi Simon dans la vraie vie. Et on va s'embarquer dans ces épisodes en live pour découvrir le monde merveilleux d'Arduino. Arduino, c'est une petite plateforme électronique qui regroupe une petite carte, donc avec des composants électroniques, et aussi beaucoup d'informatique. Et d'ailleurs, c'est un excellent point de départ pour ces demandes, pour à la fois l'électronique et pour l'informatique, puisque en fait, cette carte a été créée pour des débutants, pour des créatifs qui n'ont pas étudié tout ce qui était informatique, mathématiques ou des choses comme ça. Salut Ekron. Et donc du coup, l'idée de base derrière tout ça, c'était que ça soit facile d'accès. Donc on va voir ensemble justement que c'est facile d'accès. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait très longtemps que je fais des tutos. J'ai fait un tuto Arduino qu'on peut retrouver sur mon blog esquimon.fr qui doit faire dans les un peu plus de 500 pages au format A4. Illustré évidemment, avec les codes, etc. Il n'y a pas que du texte. Et j'ai fait aussi beaucoup d'autres tutos sur d'autres sujets, des technologies web ou encore d'autres tutos sur de l'électronique ou des choses comme ça. On y reviendra tout à l'heure quand je vous montrerai vite fait le blog où sont toutes les ressources. Tout ce qu'on va voir dans les tutos en ligne, j'espère que vous m'entendez, d'ailleurs je vous avais pas demandé, mais j'espère que tout fonctionne au niveau voix, c'est nouveau pour moi le streaming, donc j'espère que tout marche. Tout ce qu'on va voir pendant les lives, vous pouvez le retrouver au format écrit sur le blog. Ça veut dire que si vous ratez un épisode, ou s'il y a une notion qui est pas super explicite, vous pouvez la retrouver au format écrit et la reprendre à votre rythme, ou tout simplement avec des formulations qui sont peut-être un peu différentes et qui passeront mieux pour vous, ou avec des schémas qui seront un peu différents et qui passeront mieux aussi. Donc du coup, voilà, ça fait un support de plus pour bien maîtriser le sujet. Il va falloir s'accrocher, on va essayer de faire ça en 1 heure, enfin chaque épisode va essayer de durer 1 heure. Je sais que ça peut être un peu long, et c'est normal de décrocher. J'essaierai de vous prévenir quand il y a des notions qui sont vraiment indispensables et qu'il faut avoir un petit peu votre attention. Et sinon, on va essayer de garder les choses simples et agréables pour tout le monde. Voilà, sur cette chaîne, on va avoir donc surtout ces tutos live, mais aussi de temps en temps, je ferai peut-être des petits sujets sur des TP ou tout simplement sur des activités un peu plus ludiques, mais que j'estime aussi pédagogiques parce que c'est ce qui me motive, tout ce qui est pédagogie, transmission de savoir, etc. Donc il y aura peut-être des petites soirées jeux vidéo, je pense notamment à Kerbal Space Program qui est excellent pour tout ce qui est mécanique spatiale ou voir un petit peu de la physique autrement, donc c'est assez rigolo. J'aimerais bien vous le faire découvrir pour ceux qui le connaissent pas. Et voilà, donc on va attaquer. En vous montrant directement mon blog. Donc c'est sur ce dernier, esquimon.fr, que vous allez pouvoir retrouver absolument toutes les ressources que j'ai écrites et donc que je vais illustrer pendant ce cours. Salut Tamwill. Vous avez une grosse partie ici qui est en fait le tuto Arduino lui-même, où on commence par les bases et on va jusqu'à des choses plus compliquées comme faire carrément des requêtes via internet sur son Arduino. Et il y a d'autres petits exemples pour par exemple réaliser un petit télémètre, faire un petit TP. Il y a d'autres articles un peu plus divers et donc ce que je disais un petit peu plus tôt, des tutos sur des technos un peu plus orientés web, car c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pas mal. Une première chose intéressante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Arduino, ou plutôt qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec Arduino. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir une petite carte électronique, mais bon, pourquoi? Alors déjà, il y a le côté pédagogique, on peut apprendre énormément de choses en s'amusant, c'est quand même plus sympa de faire des petits branchements pour faire des petits montages rigolos que juste relier 3 diodes, 3 transistors pour faire, voilà, 3 diodes et 3 transistors comme on peut le faire à l'école. Et surtout, on peut faire vraiment énormément de choses. Un des exemples qui est assez fréquent, par exemple, c'est équiper sa maison. Moi, par exemple, j'ai mon papa qui a été branché des lumières et son portail de garage sur une petite Arduino reliée à l'internet, et du coup avec son téléphone il peut ouvrir à distance son garage s'il y a par exemple sa compagne qui arrive, ou si moi j'arrive et j'ai pas ses clés ou des choses comme ça, il peut allumer les lumières, vérifier que les lumières sont bien éteintes quand il va se coucher ou quand il est loin en vacances ou des choses comme ça. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire, ce qu'on appelle de la domotique, c'est-à-dire de l'équipement pour sa maison, de l'équipement électronique pour sa maison. Il y a beaucoup de sujets autour de la robotique, notamment dans les collèges et les lycées. Il y a la compétition Eurobot qui permet de faire des petits robots pour s'affronter après au niveau national. Donc Arduino c'est assez fréquent aussi pour piloter des petits moteurs, des capteurs et faire un petit robot qui répond à des ordres. Et après on a aussi des choses complètement diverses. Par exemple on m'avait contacté une fois pour aider à faire un détecteur de lumière
pour fermer un poulailler la nuit. Que le poulailler s'ouvre le matin pour que les poules puissent sortir, et que les poules, quand elles sont rentrées le soir, automatiquement une poule, ça c'est pas bête, ça rentre la nuit, et pour que le poulailler soit bien refermé pour pas qu'il y ait un renard qui vienne manger des poules, des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment une variété de projets qui est possible avec l'Arduino, pour finalement pas très cher, puisqu'une Arduino c'est, on va dire 5 € sur le marché gris, et 15-20 € pour les vraies cartes Arduino, plus après des résistances, des choses comme ça. Ici, pour ce tuto, si je parle trop vite aussi, il faut me le dire, j'ai tendance à parler vite. Ici, pour ce tuto, on va uniquement utiliser un simulateur. Le simulateur, vous pouvez le trouver à l'adresse tinkercad.com. Grâce à lui, on va pouvoir simuler absolument tout le contenu, ou presque le contenu du tuto. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser une Arduino comme si vous l'aviez sous les yeux sur votre bureau. Vous allez pouvoir utiliser des petites loupiottes, des boutons et différentes choses électroniques comme si vous les aviez sur votre bureau, sauf que vous n'avez aucun frais à prévoir. Voilà, donc ça s'appelle tinkercad.com. J'essaierai tant que possible de vous fournir à chaque fois le schéma sur lequel je suis en train de travailler. Comme ça, à la fin du cours, vous pouvez le récupérer. Il y a un moyen de le dupliquer dans votre espace personnel si vous voulez créer un compte Tinkercad. Et comme ça, à la fin, vous pourrez soit reprendre, soit refaire, soit améliorer, soit essayer d'autres choses ou des trucs comme ça. Ou alors j'essaierai soit de partir d'un schéma que j'ai fait en amont, comme ça vous pouvez le suivre au fil de l'eau, si jamais il y a juste la partie électronique qui est déjà faite. Si on veut faire que du code, vous pourrez faire du code en même temps que moi, ou voilà, encore une fois, modifier au fur et à mesure. Donc je vous donnerai l'adresse à chaque fois pour le faire. Aujourd'hui il n'y en aura pas besoin, enfin tout du moins moi je vais m'en servir, mais ça va vraiment être découverte, donc vous n'en aurez pas besoin de votre côté. Quand vous arrivez sur le site, vous allez sûrement arriver dans la partie conception 3D, sur la droite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie circuit. Ce Tinkercad, ça a été repris par une boîte qui s'appelle Autodesk. Avant, ça s'appelait 1-2-3D Circuit, qui faisait vraiment que l'électronique, et ça a été repris par une boîte qui s'appelle Autodesk, qui est un des géants de la conception assistée par ordinateur pour tout ce qui est mécanique. Et ils ont repris ça pour élargir un petit peu leur domaine de compétences. Et donc, ils ont rajouté ça. Donc, il y a la conception 3D, et en dessous, il y a les circuits. Nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le côté circuit électronique. Et ben, on va pas perdre de temps. On va aller découvrir ce fameux simulateur qui va nous servir pendant un sacré bout de temps. Quand vous arrivez dessus, voilà, c'est pauvre, c'est neutre. Il y a une petite barre d'outils qui va pas beaucoup nous servir. Et il y a surtout deux grandes parties, deux grands onglets qui vont nous servir. Tu peux le créer maintenant si tu veux, Tamwill. J'espère que je prononce bien. Tu peux créer ton compte maintenant si tu veux. Moi je te le conseille de le créer après si tu veux pour pouvoir continuer à écouter et à rester concentré. Parce que là pour l'instant c'est uniquement... Je suis désolé, aujourd'hui vous allez être un petit peu passif tout du moins pendant la première demi-heure. La dernière demi-heure il faudra plus se concentrer. Mais là c'est surtout pour que je vous montre l'outil. Donc dans cet outil on a deux grandes parties qui vont être code. Une fois qu'on aura une brique utilisable dans laquelle on peut mettre du code, donc la fameuse Arduino, on pourra éditer directement notre code ici, en direct. Et ensuite le bouton démarrer la simulation qui nous permettra de voir animer tout ce qui est en train de se passer. À droite, on trouve aussi tous les composants qu'on peut utiliser dans le logiciel. Donc on a des classiques en électronique que sont la résistance, la LED et les boutons. Mais on en a aussi énormément d'autres. Et la liste est assez longue, puisqu'on en a vraiment un petit paquet. Donc on verra par exemple, il y a un capteur de distance par ultrason. C'est le genre de choses qui sont utilisées sur les voitures pour les radars de recul. Quand la voiture recule et qu'elle fait bip bip parce qu'il y a un obstacle, eh bien elle se sert de ce genre de composants. En un peu plus perfectionné parce qu'ils sont mieux intégrés, mais c'est exactement la même chose, c'est des capteurs de distance par ultrason. Donc il y aura sûrement un petit épée lié à ça, que vous pourrez retrouver déjà sur mon blog d'ailleurs. Et il y a d'autres choses, un capteur d'inclinaison, de gaz, il y a des choses préfaites, des petits moteurs aussi, c'est assez sympa de servir des petits moteurs, des afficheurs, des plaquettes de développement, de prototypage on va dire, que moi j'appellerais des breadboards ou des plaquettes de prototypage. C'est très pratique, on verra ça tout à l'heure. Le fameux Arduino, d'ailleurs je vais tout de suite, hop, par un glisser-déposer, l'amener sur ma table de travail. Et quelques instruments de mesure. Donc on retrouve le multimètre, qui va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle une tension, ou alors une intensité, ou alors la valeur d'une résistance. On a aussi des blocs d'alimentation. Quand on ne sert pas d'une Arduino comme source d'alimentation, j'y reviendrai, on peut se servir d'un bloc d'alimentation. Et après il existe plein de petits circuits intégrés. Les petits circuits intégrés, c'est les petites puces noires que vous pouvez voir sur les cartes électroniques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte électronique. Il y a plein de petites puces, plein de petits composants. Bah, les petites puces, typiquement, c'est ce genre de choses.
Donc il existe ce qu'on appelle des transistors pour faire passer de la puissance, mais aussi des composants un petit peu plus intelligents qui font des choses diverses. On y reviendra, on en découvrira quelques-uns dans le cours. Donc Arduino, comme je le disais un petit peu plus tôt, tout ça c'est de l'électronique finalement. Ça va être le mariage entre l'électronique et l'informatique pour créer ce qu'on appelle un système embarqué. Le système embarqué, c'est un petit peu la science de tout ce qui est justement mixer l'électronique et l'informatique à un bas niveau. Une machine à café, c'est un système embarqué. Un frigo, on pourrait presque considérer que c'est un système embarqué s'il y a une petite partie d'intelligence dedans. Un calculateur de voiture, c'est un système embarqué. Un avion, les calculateurs, les ordinateurs dans un avion, ce sont des systèmes embarqués. A contrario d'un ordinateur classique où vous avez un écran, une entrée clavier, une entrée souris, là on parlera juste d'ordinateur, on parlera pas nécessairement de système embarqué. Les nuances, enfin la ligne de différence est assez faible, hein. On peut mettre aussi, il y a des choses qui sont un petit peu sur les deux domaines on va dire. Donc notre petite Arduino, qu'est-ce qu'elle possède? Elle possède une entrée d'alimentation et qui permet de la programmer via l'USB sur le côté, et aussi une entrée purement d'alimentation. Si un jour vous faites un programme et que vous voulez qu'il soit autonome, vous avez juste à apporter de l'énergie sur la broche qui est là. Donc on voit pas en 3D, c'est dommage, mais c'est un petit jack en fait, comme un jack audio, sur lequel vous pouvez apporter de l'énergie pour qu'elle fonctionne toute seule, sans avoir à être branchée à un ordinateur. Dessus on a la grosse brique noire ici, qui est la partie intelligente de la carte, c'est un peu le cerveau de la carte. C'est ça que vous allez programmer et qui va faire les opérations. Et ensuite on retrouve plein d'entrées-sorties. Ce sont des petites broches sur lesquelles vous pouvez brancher des fils pour par exemple sortir un signal, rentrer un signal pour avoir un capteur par exemple, que ça soit du numérique, donc du 0 ou du 1, une présence ou une absence de tension, ou de l'analogique, un signal qui va varier en fonction du temps. On retrouve aussi des petites sources d'énergie, donc le 5 volts par exemple, ou le 3 volts 3 qu'on utilisera moins fréquemment, et la masse qui sert de référence, c'est mal traduit d'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler terre, ça s'appelle bien la masse, qui va servir de référence électrique à tous nos signaux. Le 5 volts ici, c'est celui qu'on servira le plus. Pour faire un parallèle, à la maison, chez vous, quand vous avez besoin d'utiliser un appareil électrique, vous allez le brancher sur le secteur, typiquement une prise électrique. La prise électrique, elle vous fournit de l'énergie qui est fournie par EDF, qui correspond à un signal de 230 volts, alternatif. Autrement dit, alors, petit dessin, autrement dit, par rapport à une tension qui fait 0 volts, alors dessin à main levée avec la souris, je vous préviens, c'est pas toujours excellent, vous allez avoir votre signal électrique qui va faire comme ça, dans une prise électrique. Hop, il va faire de temps en temps plus 230 volts, ici, ou de temps en temps moins 230 volts par rapport à la référence. Et tout ça, ça va se passer sur une échelle de 20 millisecondes. Un motif, il va durer 20 millisecondes, ce qui nous donne une fréquence de 50 Hz. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Nous, quand on travaille avec l'Arduino, on va travailler avec ce qu'on appelle des tensions continues. Ça veut dire qu'au cours du temps, notre tension, elle va toujours valoir la même valeur. Par exemple, 5 volts. C'est une façon différente de fonctionner, mais c'est comme ça que fonctionne l'électronique petit signal. L'électronique avec des faibles tensions, elle fonctionne toujours en continu. Dans votre ordinateur, par exemple, vous allez avoir des tensions à 12 volts, des tensions à 5 volts, qui vont être apportées sur votre carte mère. Et en fait, tout ça, ça va être transformé depuis le 230 volts grâce au bloc d'alimentation. Et ensuite, dans votre processeur, il y a encore un autre étage de transformation qui va transformer le 5 volts en 3 volts 3, voire même en 1 volt 8. On a toute une panoplie de tensions différentes qui ont toute une raison d'exister en fait. C'est des questions de consommation et d'échauffement. Plus la tension va être faible et moins on va... Enfin, dans un processeur, plus la tension va être faible et moins on va chauffer. Mais ça, c'est pas si simple. Enfin, on pourrait en parler encore pendant longtemps, et ça va pas être le sujet. Il faut juste savoir qu'il existe différentes tensions pour différentes applications. Nous, dans notre Arduino, on a le 5 volts qui est fourni grâce à l'USB, et c'est ça qu'on va se servir le plus fréquemment. Voilà. Pour mesurer une tension, alors une tension ça s'exprime en volts, et pour mesurer une tension, on utilise un appareil qui s'appelle un multimètre.
Et ce multimètre, on va le positionner en voltmètre. Alors vous en avez peut-être déjà vu, là c'est une représentation un petit peu schématique. Mais un voltmètre souvent c'est un appareil, un multimètre souvent c'est un appareil, on a un gros curseur qu'on peut tourner pour sélectionner la position qu'on veut. Et on va tout de suite commencer à jouer avec tout ça en plaçant notre première plaquette de prototypage. Alors 2-3 mots sur cette dernière, elle a un fonctionnement un petit peu particulier. Une plaque de prototypage, ça vous permet de brancher facilement des fils et des composants, puisque l'écartement entre les trous est normalisé. Il y a un pas entre deux trous qui est normalisé, et donc ça vous permet facilement de brancher des fils et de les faire repartir sur différents composants. Sur la plaquette, vous voyez qu'on a tout est disposé en colonnes. Et dans une colonne, tous les trous qui sont sur la même colonne vont être reliés entre eux. Par exemple, le trou qui est en 1J ici, ça va être le même que le trou en 1G. À l'intérieur, il y a un fil qui relie ces 5 trous là. Par contre, la colonne suivante, elle est bien séparée de la première. Donc, si je relie ce fil là à celui-là, c'est la même chose. Ça et ça, c'est relié. En revanche, si je voulais relier quelque chose qui est sur la colonne 1 à quelque chose qui est sur la colonne 2, il faudrait que je fasse un petit pont comme ça pour relier les deux électriquement. Vous me suivez? On est relié par colonne, mais pas par ligne. Toutes les colonnes sont individuelles. Il y a une séparation physique au milieu, et c'est pareil, rebelote de l'autre côté, on a les colonnes qui sont séparées entre elles. Cette séparation au milieu, elle a un espace qui est prévu exprès pour pouvoir mettre des petits composants. Dans la vraie vie, c'est comme ça aussi, c'est pas juste le simulateur. La séparation est prévue pour que ça soit la bonne taille pour les petits composants. Voilà. Et sur celle-ci, on a aussi un avantage, c'est qu'on a 2 rails d'alimentation. Donc on va pouvoir apporter l'alimentation sur les 2 broches ici, depuis l'Arduino. Et ensuite, tout le rail va avoir la valeur du premier point ou du second point, etc. etc. Tout ça, c'est partagé. Alors, faut faire attention, bien entendu, à ne pas faire de court-circuit. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va relier notre 5 volts ici. Hop. Et notre masse juste à côté. Donc, comme ça, on a un plus 5 volts et un 0 pour alimenter nos futurs schémas, nos futurs composants. Je vous encourage à respecter la convention suivante, qui est que la masse, le 0 volt, soit en noir, et l'alimentation positive soit en rouge. Elle pourrait être négative aussi, mais ça, on n'en parlera pas pour l'instant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur notre carte, on a le 5 volts qui part de l'Arduino, et qui arrive sur tout le rail ici. Donc, si on prenait notre multimètre, et qu'on le branchait le positif sur le positif, le négatif sur le négatif, enfin le moins, pardon, sur le moins, voilà, et qu'on mettait en marche, on mesurerait bien 5 volts. On a bien les 5 volts ici, qui sont emmenés jusqu'ici, et qui sont pris, ensuite qui peuvent être mesurés directement ici. Si ça va trop doucement, je peux le comprendre. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être naturel, c'est peut-être déjà acquis, mais comme c'est pas forcément le cas pour tout le monde, je suis désolé, ce premier cours va être un petit peu, peut-être trop lent pour certains. Un multimètre, on dit qu'on le branche en parallèle, c'est-à-dire que vous voyez, nos fils noir et rouge, notre fil noir et notre fil rouge, ils sont en parallèle, je sais pas comment je peux le symboliser mieux, ils sont en parallèle de ces deux-là. Vous voyez, on a celui-là qui est en parallèle de celui-là. Alors que si on voulait mesurer un courant, on le ferait en série. Et ça, je vais y revenir juste après. J'ai oublié de vous parler de comment on pouvait se représenter une tension, parce que la tension, c'est pas super limpide, c'est pas toujours très limpide. Essayez d'imaginer une rivière. La tension, ça pourrait être symbolisé un petit peu par une rivière. C'est-à-dire que dans une rivière, vous avez de l'eau qui coule. Cette eau, elle a un certain débit, elle représente une certaine pression. D'accord? Eh bien, plus ma tension va être élevée, et plus ma pression dans ma rivière sera élevée. Si la rivière, elle a une pression qui est très faible, quand il y aura un obstacle, elle va s'accumuler derrière l'obstacle. Elle ne pourra pas franchir l'obstacle. Si la pression de l'eau est forte, elle va réussir à franchir l'obstacle pour continuer à naviguer le long du cours d'eau. Et bien ici c'est pareil, le cours d'eau ça va être notre fil, et la rivière ça va être nos petits électrons. Le flux d'eau ça va être nos petits électrons qui vont se promener dans le fil. Plus la tension va être élevée, et plus les électrons auront une bonne proportion à franchir un obstacle. On verra cette notion d'obstacle tout à l'heure avec la résistance et la LED. Si on a une tension trop faible, on a certains obstacles qui vont empêcher les électrons de passer,
et du coup la circulation va s'arrêter, la circulation des électrons va s'arrêter, ça ne fonctionnera pas. Si on a une tension suffisamment élevée, les petits électrons pourront franchir l'obstacle et du coup ça pourra continuer à avancer. Tout comme l'eau, si l'eau a une pression suffisamment élevée dans ma rivière, eh bien le premier caillou va pouvoir être franchi parce que justement l'eau arrive assez fort pour franchir le caillou. Est-ce que c'est clair cette illustration de pression et d'eau qui circule dans le tuyau? C'est souvent l'image qui est la plus employée, c'est ça, c'est le côté hydraulique par rapport à l'électricité. Donc ça c'est pour le côté de tension. La tension c'est vraiment la pression qui descend, le débit qui descend dans ma rivière. En revanche, la deuxième mesure importante, c'est l'intensité. L'intensité électrique, ça va être au sein d'un fil, c'est comme si on se mettait au milieu du fil et qu'on comptait les petits électrons qui sont en train de passer. Plus on a d'électrons qui sont en train de passer dans ce petit fil à un moment donné, et plus on aura une intensité élevée. D'accord? L'intensité, ça va vraiment être le nombre d'électrons qui sont en train de passer dans notre fil. Et vous allez voir après comment ça peut s'illustrer. Donc là, on a notre petit multimètre, notre source d'alimentation, et on va faire un peu la Madeleine de Proust de tout électronicien. On va aller brancher une ampoule. Après tout, chez vous, c'est ce que vous faites. Quand vous voulez vérifier, quand vous arrivez dans un nouveau logement, vous voulez vérifier que tout fonctionne, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez la lumière. Et bien on va faire exactement pareil, on va aller allumer la lumière. Donc pour ça, on a notre prise électrique qui est là, schématiquement, et donc on va amener de l'énergie dans notre ampoule. On va lui amener le côté positif. Les électrons donc vont arriver par le fil rouge, vont traverser dans mon rail d'alimentation, vont remonter dans le fil rouge, vont grimper dans le filament de l'ampoule. Alors c'est une vieille ampoule à filament, c'est pratique pour l'illustration. Pour ceux qui ne savent pas, une ampoule à filament, ça se comporte comme une résistance. C'est vrai qu'il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas trop connu ça, après tous les plus jeunes pourquoi pas, quoique quand même. Et une ampoule à filament, ce qui se passe c'est que le filament de l'ampoule, c'est un métal qu'on appelle du tungstène, et qui va en chauffant devenir rouge puis jaune. Il va transformer le passage des électrons en lumière, en énergie lumineuse, et en radiation de chaleur. En fait, une ampoule, qu'est-ce que c'est? C'est jamais qu'un radiateur. Sauf que, au lieu de faire un radiateur qui fait de l'infrarouge, ça fait de la lumière visible. Donc, on a nos petits électrons qui vont arriver, qui vont traverser le fil, qui vont le faire chauffer et faire de la lumière. Et après, il faut bien qu'ils aient un endroit où repartir. Et donc, on va les faire repartir vers le fil noir. Voilà. Ouais, je me suis un peu... Le vocabulaire débit-pression, c'est vrai que c'est pas tout à fait explicite. L'intensité, c'est tes molécules d'eau qui sont en train de naviguer dans l'eau. Le volt, la tension, c'est la force qu'il y a, c'est le potentiel qu'a cette goutte d'eau pour franchir un obstacle. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on peut reprendre aussi, la notion de potentiel est importante. C'est-à-dire que la tension, on parle souvent de potentiel de tension. C'est-à-dire que si par exemple tu as une balle, on dit qu'elle a un potentiel de pesanteur. C'est-à-dire que la gravité lui donne une certaine force, une certaine proportion à tomber. Et bien la tension c'est ça. Plus tu as de tension, plus tu as un grand potentiel pour franchir un obstacle. Voilà, c'est le côté force. C'est le côté potentiel pour franchir un obstacle. D'accord? Alors je suis désolé, hein, je lis les commentaires en même temps, mais des fois ils apparaissent un petit peu avec un petit peu de retard par rapport à ce que je suis en train de dire. On va essayer de garder le fil quand même. Donc là notre petite ampoule elle est reliée, nos électrons vont arriver, vont passer dedans. Mon ampoule va se comporter comme ce qu'on appelle une résistance électrique, c'est-à-dire qu'elle va apporter une résistance au franchissement des petits électrons, donc ils vont frotter, ils vont s'exercer là-dedans, ça va faire de la lumière et ils vont repartir. On va comprendre juste après. Si je démarre ma simulation, donc ça c'est pas branché, c'est normal qu'il n'y ait rien affiché. Voilà, nos électrons sont en train de passer, passent dans l'ampoule et repartent. Donc ça fonctionne bien. Si on voulait mesurer la tension présente à côté de notre ampoule, on pourrait en se mettant en parallèle de cette dernière. Alors, on va essayer de vous repérer nos fils. Voilà, le fil noir et le fil rouge. Voilà. Une chose à voir, c'est que la tension, elle se conserve tout au long de notre circuit. Si à la source du circuit, j'ai 5 volts, à la fin de mon circuit, donc à l'endroit où c'est censé revenir, j'aurai 5 volts aussi. Donc comme ce point-là, c'est jamais qu'un fil, ça va être le même point.
D'accord? Le fil, c'est jamais qu'un pont entre deux points. Donc ici, aux bornes de notre consommateur qui est tout seul sur le circuit, on doit retrouver nos 5 volts. Tout va bien, c'est ce qui se passe. Maintenant, si on veut mesurer le nombre d'électrons qui va passer dans notre ampoule à chaque instant, on va reprendre notre multimètre, sauf qu'on va changer le mode. Donc le petit menu, je crois qu'il s'affiche pas sur le live. Ici, il y a un petit menu qui permet de changer les différents modes. Donc là, je me mets en mode ampèremètre. Donc il y a le petit A qui est sélectionné. Et pour compter les électrons qui sont en train de passer, on va se mettre ce qui s'appelle en série. C'est-à-dire qu'on va se mettre directement dans la boucle qui était formée par nos fils tout à l'heure. Donc on va prendre notre 5 volts, il va arriver dans l'appareil. Les électrons ils vont rentrer dans l'appareil, ne pas être modifiés. En quelque sorte, l'appareil il a une petite loupe et il va compter les électrons qui passent. Et ensuite, ça va repartir vers notre ampoule. On va le garder vers celui-là. Et celui-là, on va le mettre rouge. Voilà. Donc là, voilà, on a notre fil qui arrive. Ça passe dans l'appareil. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Je vais en mettre un deuxième pour qu'on puisse bien voir d'ailleurs. Voilà. Lui, je vais le remettre comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais... Voilà. Tout à l'heure, j'étais comme ça. Ah, c'est pas évident. Voilà. Tout à l'heure, mon voltmètre, il était comme ça. Voilà. Vous voyez la différence, c'est que là, on se met directement aux bornes. Le voltmètre, il va être directement aux bornes de l'ampoule. Il est en parallèle des bornes de l'ampoule. Alors qu'ici, on est dans le circuit. Notre fil rouge, au lieu d'arriver directement sur la borne de l'ampoule, il passe par l'appareil et il ressort ensuite par l'autre borne de l'appareil. D'accord? Donc là, on va avoir deux appareils. Un qui va mesurer la tension aux bornes de l'ampoule. Puisqu'elle est toute seule, ça va être la même que celle qui est ici. Et un autre qui est dans la branche de circuit qui va mesurer le nombre d'électrons qui sont en train de passer sans arrêt. On met en marche et on voit que notre ampoule, elle est bien sous 5 volts, donc on reprend bien la tension de tout à l'heure. Et on a un courant électrique qui circule au travers de l'ampoule de 104 mA. Le multimètre, il est neutre, il ne consomme absolument rien. Donc quand on dit 104 mA, c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans l'ampoule puisqu'elle est toute seule dans le circuit. Donc ici, on a 50 mA et ici on a 5 volts. Ça va nous permettre de découvrir notre toute première formule. Et là, je vais vous demander un tout petit peu de concentration, ou tout du moins de mémoire, parce que c'est une formule qu'on va retrouver dans absolument tous les montages électroniques. Donc on va découvrir notre toute première formule qui va lier justement l'intensité à la tension. Et cette formule, alors pour ceux qui ont déjà fait de l'électronique, vous la connaissez forcément, si vous n'en rappelez pas, ça sera un scandale. Elle s'appelle U égale R multiplié par I. Alors, tout n'est pas super intuitif ici. I, c'est l'intensité. I, intensité, pour l'instant ça va, c'est plutôt logique. Ça correspond à nos 104 mA qui sont ici. D'accord? Ça, c'est l'intensité. I. Oh là là. C'est un scandale comment j'écris à la souris. Maintenant, U, qu'est-ce que c'est? U, c'est la tension. Il y a une raison dont je me rappelle pas pourquoi on dit U plutôt que V, mais U, c'est la tension. D'accord? Quand vous avez une formule électrique avec U, U, c'est la tension. En l'occurrence, U, c'est nos 5 volts qui sont ici. Et enfin, R, c'est la résistance. Ici, R, ça va être la résistance qu'offre notre ampoule au passage du courant. D'accord? Donc autrement dit, la tension, c'est égal à la résistance multipliée par le courant. D'accord? Nos trois valeurs physiques qui sont là, elles sont liées entre elles. Bien entendu, si vous êtes rendu plus loin que la 4e ou la 3e au collège, vous connaissez les fractions, on a le droit de jongler avec ces valeurs-là pour déterminer les choses qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, ici, U, on le mesure, on sait qu'elle vaut 5 volts. I,
on le mesure, on sait que ça vaut 104 mA. Alors j'ai écrit 0,104 parce que dans la formule de base, on parle, les notations du système international sont le volt, l'ampère, et non pas le milliampère, et le ohm pour la résistance. Donc c'est très bien que l'appareil nous affiche des milliampères, mais pour les calculs, on parle bien de ampères. Bien entendu, c'est comme pour, pour des litres, des kilos, des choses comme ça. Le milliampère, c'est la subdivision de l'ampère. 1 milliampère, c'est 1 millième d'ampère. 1 centime d'euro, c'est 1 centième d'euro. Ben 1 milliampère, c'est 1 millième d'ampère. 1 millilitre, c'est 1 millième de litre. 1 gramme, c'est 1 millième de kilo, etc., etc. Donc là, on a 5 volts, multiplié par la résistance qu'offre notre ampoule. Une résistance, ça s'écrit en ohm. Alors c'est le symbole grec pour le ohm, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il se dessine comme ça. La résistance qu'offre notre ampoule, et ensuite le courant qui est utilisé par cette ampoule. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on pourrait s'amuser à isoler notre R pour le trouver. On pourrait donc faire R égale U égale RI. Le I passe, on divise tout ce côté-là par I pour avoir uniquement le R. Donc R égale U sur I. D'accord? Donc on aurait 5 volts divisé par 0. Oh là, c'est laborieux. Je suis désolé pour la qualité du dessin. Faudrait que je m'entraîne. 0,104 ampères. Alors, on sort la calculatrice. Je vais pas la rajouter sur le live, mais je pourrais. Voilà. 5 divisé par 0,104, ça nous donne une résistance de 48 ohms. Donc, égale à, enlève-toi petite calculatrice, de 48 ohms. Donc ça, c'est les mathématiques et la physique qui nous le donnent. Normalement, si jamais on prenait une ampoule, alors on va reprendre un multimètre, on va reprendre une ampoule. I'm sorry, Jay. Good training, Lizzo. I could do it maybe sometime. Ouais, je crois que c'est comme ça aussi, Kron. Il y a une histoire comme ça. Donc notre multimètre, ce coup-ci, je vais le mettre en résistance et on va aller mesurer quelle est la résistance aux bornes de notre ampoule. Et normalement, si le simulateur est bien fait, on devrait avoir quelque chose qu'on a eu par déjà qui nous a déjà été offert par le calcul. Alors, voyons voir. C'est magique. Est-ce que c'est pas superbe? On a mesuré deux valeurs, on a calculé, on a bien obtenu la troisième. L'expérience nous le prouve, on a 48 ohms comme valeur de résistance de notre ampoule. Maintenant, à votre avis, donc on a nos petites formules. U égale RI. Voilà. On a notre petite formule, U égale RI. Si jamais, je vais effacer et je vais juste garder la formule. U égale RI. R, c'est une valeur physique de notre ampoule, d'accord? Donc ça veut dire que pour cette ampoule-là, elle ne va pas varier. Si jamais, au lieu de donner 5 volts à mon ampoule, je lui donnais 10 volts. À votre avis, quelle serait la valeur du courant? Alors attention, si jamais vous n'avez pas le temps de répondre, je vais faire le montage pendant ce temps-là. Donc on va non pas donner 5 volts, mais on va donner 10 volts. On a la formule qui est juste à côté.
U égale RI. Donc si U, au lieu de valoir 5, si U vaut 10, qu'est-ce qui va se passer pour le courant, sachant que la résistance, elle est fixe? Exactement. Notre intensité, elle va changer. On va pouvoir le faire en live. On avait 5, U égale RI. Donc si U augmente par 2, R étant fixe, I doit augmenter par 2 aussi. Donc quand on a 5 volts, on avait 104 mA. Si on passe à 10 volts, on passe à 208 mA. Ça se tient? C'est le respect de la formule. La physique est respectée. Pour l'instant, c'est plutôt rassurant. Donc là, j'ai utilisé, pour alimenter, je sais pas si vous avez vu, j'ai utilisé le bloc d'alimentation. C'est en fait une alimentation réglable. D'ailleurs, on peut le voir dans la simulation. Je peux changer directement la tension avec le morceau de droite. Ou alors, je peux carrément m'amuser à jouer avec les petits boutons. Donc à chaque fois, il faut que ça se stabilise. On peut découvrir d'ailleurs que cette ampoule, c'est une ampoule qui doit fonctionner sous 12 volts. Parce que si on va au-delà de 12 volts, vous voyez, elle explose. Voilà. On va remettre 10 volts. Voilà. Donc ça, c'était pour l'illustration de ce qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est cette loi qui dit U égale RI. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus avancé. On va mettre non pas une, mais 2 ampoules, qui sont, je le rappelle, identiques. D'accord? Nos 2 ampoules, on va les mettre comment? On va les mettre en parallèle. Donc, on va avoir une ampoule qui va s'alimenter comme ça, et une ampoule qui va s'alimenter comme ceci. D'accord? Quand on a, là, on fait ce qu'on s'appelle être en parallèle. Nos ampoules, elles sont pas l'une à la suite de l'autre, elles sont bien en parallèle, elles sont l'une à côté de l'autre, comme le multimètre étant en parallèle de l'ampoule. D'accord? Ah pardon, pas noir, mais rouge. Elles sont en parallèle. Qu'est-ce qui va se passer? On a du courant du générateur qui va arriver, qui va monter dans la première ampoule et qui va repartir. Mais on a aussi du courant qui va arriver ici, qui va monter dans la première ampoule et qui va repartir. D'accord? Électriquement, d'ailleurs, ça se schématise comme ceci. On a notre générateur qui va apporter de l'énergie, et ensuite, ça va se séparer en 2 branches. Il y aura une première branche avec une ampoule, et une deuxième branche avec une ampoule aussi. Et après, elles vont se rejoindre pour aller au 0 volt. C'est la masse. Et là, c'est le 5 volts. D'accord? Donc notre courant, il va arriver. Il va arriver et il va passer... Qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir aller à la fois dans la première ampoule et à la fois aussi dans la seconde ampoule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on a un générateur qui est en mesure de fournir suffisamment de courant pour tout le monde. Donc, on va avoir la loi d'Ohm qui va s'appliquer aux deux. Ici, on aura bien les 10 volts ou les 5 volts qui vont venir dans la première. Ici, on aura bien les 10 volts ou les 5 volts qui vont venir dans la deuxième. Donc, on va avoir un courant, par exemple, on va partir sur 5 volts comme tout à l'heure. On va avoir un courant de 100 mA qui va venir ici, et un courant de 100 mA qui va venir là. Ce qui va nous donner un courant global de 200 mA. On aura 2 branches à 100 mA, et les courants vont s'additionner. Voilà. On a 100 mA qui part ici, 100 mA qui partent là. D'accord? On a bien les 2 branches qui sont à la même tension. Maintenant, encore une fois, si je vais trop vite, vous le dites. J'essaie de lire. En plus, c'est raccord. Maintenant, si on avait nos 2 ampoules qui ne sont plus en parallèle, mais qui sont en série, c'est-à-dire que au lieu d'être comme ceci, on va en mettre une ici, puis l'autre qui est derrière. Voilà, mon schéma est pas propre. Voilà. Ici, 5 volts.
Maintenant, on a deux ampoules qui vont être l'une à la suite de l'autre. D'accord? Les 5 volts arrivent, commence ici, le courant monte dans le fil, passe dans la première ampoule, continue son chemin, passe dans la deuxième ampoule et ressort. La tension, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la source du générateur doit être conservée. C'est-à-dire que nos 12 volts, ils doivent exister, au total, quelque part. À votre avis, est-ce qu'on va avoir 12 volts ici, 0 volts là? Est-ce qu'on va avoir 12 volts là, 0 volts ici? Est-ce qu'on va avoir un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre? D'après vous, qu'est-ce qui... Au niveau de tension, et je parle que de la tension, pas encore du courant, au niveau de la tension, qu'est-ce qui va se passer? Alors si vous me voyez regarder par là, c'est que le chat est là pour moi. Sachant qu'on a donc 5, 10 volts à partager entre les deux ampoules. Alors je sais pas si c'est la vidéo qui lag et du coup si j'attends trop longtemps. Mais ce qui va se passer, c'est que comme on a deux consommateurs, donc deux ampoules, ce qu'on peut appeler des consommateurs, qui sont identiques, notre tension, elle n'aura d'autre choix, exactement, que d'être divisée en deux. Notre tension va être équilibrée entre les deux parce que les deux consommateurs sont identiques. Et j'insiste là-dessus, c'est bien parce que les consommateurs ici, ce sont bien les deux mêmes ampoules, et donc c'est bien parce que ce sont les deux mêmes ampoules qu'on va avoir deux fois la même tension. La tension va se partager de manière équilibrée. Hop, on va mettre un petit fil pour illustrer tout ça. En noir, voilà. Donc, on a nos 5 volts. Alors, je voulais pas vous montrer le courant, tant pis, vous l'avez vu. Donc, on voit bien que là, uniquement sur ma deuxième ampoule, nos 5 volts qui sont au début, on les retrouve partagés entre les deux ampoules, puisqu'on a 2 volts 50 qui sont là, 2 volts 5 qui sont là. Donc, forcément, les 2 autres volts 5, ils vont être là. La tension, c'est divisé entre les deux ampoules. D'accord? Mais on voit du coup que le courant aussi a évolué. Tout à l'heure, avec une seule ampoule, on avait 100 mA. Là, on n'a plus que 50 mA. Pourquoi? Parce qu'en fait, U égale RI, nos deux ampoules, elles vont agir comme une seule grosse résistance, 2 fois plus grosse que la précédente. Avant, on n'avait qu'une seule ampoule, donc imaginez celle-là, elle disparaît. Avant, on n'avait qu'une seule ampoule, ça traversait une seule résistance, en quelque sorte. Ça résistait qu'une seule fois au courant. Ici, on a 2 fois la même ampoule, donc le courant traverse 2 fois la résistance, 2 fois la même résistance, pour sortir. Et donc du coup, comme R est 2 fois plus grand dans une formule U égale RI, U est fixe, c'est toujours 5 volts, donc forcément I est diminué par 2. Donc au lieu d'avoir nos 100 et quelques milliampères de tout à l'heure, on se retrouve à 50 mA. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que ça vous paraît normal? Est-ce que le U égale RI a du sens, en tout cas? J'espère, parce que c'est important. Il nous reste un quart d'heure, on va pouvoir voir notre premier composant, nos deux premiers composants qu'on va se servir absolument tout le temps. Ça c'était l'ampoule, c'était pour le petit côté rigolo. Et donc du coup on va pouvoir se servir des composants qu'on va se servir sans arrêt. Vous voyez, la preuve c'est les composants de base qui vont être la résistance et la LED. La résistance, c'est la même chose physiquement que l'ampoule de tout à l'heure, sauf que ça fait pas de lumière. D'accord? C'est juste un composant qui s'oppose au passage du courant. Alors comme ça on pourrait se dire c'est idiot, on va gaspiller de l'énergie pour rien si on s'oppose au passage du courant pour rien. Mais vous allez voir que ça sert dans pas mal de choses. Notre résistance on peut la régler, elle a les, vous voyez dessus, on a des petits anneaux de couleur qui nous permettent de savoir quelle est sa valeur. Je vais juste, hop, on a des petits anneaux de couleur qui nous permettent de savoir la valeur qu'elle possède. Chaque anneau de couleur a une signification. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que c'est pas forcément fondamental tout de suite. Je vous invite sur le blog à aller le voir dans tout ce qui est présentation. Dans la partie A, quelque part on parle de la résistance et des couleurs de la résistance. D'accord? Ça vous permettra de savoir comment reconnaître une résistance. C'est pas le plus important. Si vous avez un multimètre sous la main, une résistance dont vous ne connaissez pas la valeur, vous prenez le multimètre, vous vous fatiguez pas.
Donc ici, je peux m'amuser à changer sa valeur. Par exemple, là, c'est une 10 kg. Je pourrais avoir une 3 kg 3, etc., etc. Donc la résistance, c'est juste un composant qui s'oppose au passage du courant. D'accord? La LED, c'est ce qu'on va appeler un semi-conducteur. C'est un composant qui peut être passant, qui peut laisser passer le courant, ou qui peut être bloquant, donc qui s'oppose au passage du courant, selon certaines conditions. D'accord? Et c'est le cas pour beaucoup de semi-conducteurs, si ce n'est tous. La LED, alors la résistance en électronique, elle se symbolise très bêtement par un rectangle. Bon, très bêtement, mais je ne sais pas dessiner un rectangle. Voilà, c'est un rectangle. Ça, c'est une résistance dans un schéma électronique. D'accord? Une LED. Alors la LED, vous entendez souvent parler d'ampoules LED que vous avez peut-être à votre domicile. C'est la même chose, c'est la même technologie. D'accord? Sauf que celle-là, elle est plus petite pour être embarquée sur des petites cartes électroniques. Une LED, ça se symbolise comme ceci. C'est un triangle avec une barre à la fin après le triangle. Et la LED, elle a un comportement particulier qui fait que le courant ne peut circuler que d'un côté vers l'autre, ne peut circuler que dans ce sens-là. Pardon. Le courant ne peut aller que dans cette direction-là. Il ne peut aller que de ce côté-ci vers ce côté-là. Il ne peut pas aller par là. Et ça se comprend avec le schéma puisqu'on a cette espèce de barre ici qui nous l'en empêche. Le courant n'a pas le droit. C'est le principe de la LED, c'est que le courant ne va que dans un seul sens. Et ici on a une LED particulière, puisque c'est une LED électroluminescente. C'est-à-dire que quand un courant la traverse, elle fait de la lumière. Donc son schéma complet c'est ça. C'est une ampoule, pardon. C'est un triangle avec une barre et deux petites flèches sur le dessus pour symboliser la lumière qu'elle effectue. Quand le courant passe, elle fait de la lumière. Sur la LED, on retrouve deux broches, l'anode et la cathode. Comment les repérer? C'est facile. L'anode, elle est ici. Donc le courant rentre par l'anode. Et vous voyez pourquoi je dis que c'est simple? Parce que l'anode, sur le schéma, elle est représentée par une sorte de A. Si on force un peu le trait, on voit ici un espèce de A. Donc ça sera l'anode. Et vous voyez sûrement où je veux en venir. La cathode, elle est ici, avec un cathode, un K à l'envers. C'était la petite astuce mémotechnique pour se souvenir de si le courant doit arriver par l'anode ou par la cathode. D'accord? Il y a un A d'un côté et un K de l'autre. Donc si vous ne savez plus, vous faites un petit dessin, hop, et vous voyez le A, vous voyez le K, vous savez dans quel sens le courant doit aller. Ouais, c'est pratique les petites astuces comme ça. J'ai été content quand je l'ai appris aussi. Ici sur le simulateur c'est assez facile parce qu'il nous le dit, l'anode elle est là et la cathode elle est là. Dans la vraie vie, sur une LED, souvent elles ont deux grandes pattes et il y a une patte qui est plus grande que l'autre. Une broche qui est plus grande que l'autre et la broche qui est plus grande c'est l'anode. Ici on le voit ici, elle fait un petit crochet, elle est donc un peu plus grande. Donc voilà, c'est ça notre anode et c'est ça notre cathode. Je vais enlever, on va dézoomer un petit peu. Alors, je disais tout à l'heure que notre diode, notre LED, elle ne fait passer le courant, R pour faire tourner le truc, elle ne fait pas passer le courant que dans un seul sens. Si je la branche à l'envers, le courant ne passera pas. Bien entendu, dans une certaine limite. C'est un petit composant, ça a des contraintes, et ça peut être détruit quand on passe certaines contraintes. Si vous la mettez sur du 230 volts, un truc comme ça, elle va exploser, et peu importe le sens dans lequel elle est branchée. Il n'y aura pas de lumière, il y aura juste une étincelle et une brûlure. Ensuite, la diode, la LED, elle a une caractéristique qui est importante, c'est quand un courant la traverse, elle fait ce qu'on appelle une chute de tension. C'est-à-dire que dès qu'il y a un courant qui la traverse, la tension à ces bornes va devenir fixe. Par exemple, je crois que pour celle du simulateur, en rouge, quand le courant va traverser la LED, on va se retrouver avec 2 volts à ces bornes. D'accord? Donc ici, ça sera pas comme l'ampoule. Tout à l'heure, l'ampoule, quand le courant la traversait, elle offrait une résistance fixe. Ici, la LED, elle offre une chute de tension fixe. Donc c'est notre U de tout à l'heure qui sera impacté, puisque ici, elle aura toujours, dès qu'il y a un courant qui passe, toujours, elle aura 2 volts à ses bornes. S'il y a un courant de 50 mA ou s'il y a un courant de 100 mA,
peu importe, elle aura toujours 2 volts à ses bornes. D'accord? Par contre, s'il y a un courant de 50 mA ou 200 mA, sa luminosité sera impactée. Mais elle aura toujours 2 volts à ses bornes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir un petit peu d'attention et un petit peu de dessin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc, je reprends ma formule de tout à l'heure. U égale R. Oh là là, il est moche. R, I. Ok? U, on va toujours avoir 5 volts. D'accord? C'est notre générateur qui va nous le donner, donc ça va toujours être 5 volts. R, pour l'instant, on va le laisser de côté. Et ensuite, on a I. On a le courant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a notre LED qui va toujours avoir 2 volts à ses bornes. Dans le circuit, quand le courant va passer partout, on doit retrouver 5 volts. Donc, a priori, on a un souci. Le circuit veut offrir, le générateur veut offrir 5 volts. Or, la LED, elle, quelles que soient les circonstances, dès qu'il y a du courant qui passe, elle fera tomber que 2 volts. Donc ça veut dire qu'il nous reste 3 volts à dissiper quelque part. D'accord? 5 volts moins 2 volts, il nous reste 3 volts à dissiper quelque part. Et c'est là que la résistance aura toute son importance. Ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir prendre un fil, faire passer le courant à travers une résistance. Alors la résistance, elle peut être avant ou après la diode, ça n'a pas d'importance. Puis, dans la LED, alors il n'y a pas d'effet de miroir horizontal, c'est bien dommage. Ah, voilà. Voilà. Et ensuite, on pourra revenir. Hop, noir et rouge. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre générateur, il va fournir 5 volts, les petits électrons vont arriver, passer dans la résistance, et ici on aura toujours 2 volts, et repartir. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il reste 3 volts quelque part à mettre, et bien c'est la résistance qui va charger de consommer les 3 volts restants. D'accord? Non, il n'y a pas de sens pour la résistance. La résistance, elle peut se brancher dans les deux sens. C'est ni plus ni moins qu'un fil, mais avec des matériaux spéciaux pour offrir une résistance. Donc il n'y a pas de sens. Une résistance, elle se met dans un sens ou dans l'autre. Par contre, effectivement, la LED, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un sens, sinon le courant ne peut pas passer. Donc voilà, on a 2 volts ici. Ah, c'est joli comme ça. On a 2 volts ici, et on aura les 3 volts restants qui vont être ici. Alors, je vais pour l'instant mettre une valeur un peu élevée. Je vais parler après de comment la mesurer. On va juste expérimental. On va juste mesurer tout de suite la tension entre la tension sur notre LED. Je suis à 5 volts ici, parfait. Et après on ira, on va tout de suite aussi mesurer sur l'autre. Voilà. Et on va mesurer aussi la tension sur notre résistance. Bon, c'est un peu moins de 2 volts, mais ça va changer aussi en fonction du courant qui passe. C'est pas parfait. Pourquoi la LED ne fait chuter que 2 volts? C'est une caractéristique physique de la LED. C'est comme ça. La LED, il y a des LED, les LED rouges par exemple, souvent c'est 1 volt 6, 1 volt 4, 1 volt 2. Souvent les LED rouges, c'est dans ces eaux-là. Les LED bleues ou les LED vertes, ça va être un peu plus ou ça va être un peu moins par exemple. Mais c'est une caractéristique physique, selon la couleur de la LED, selon sa taille et ce genre de choses. Toutes ces informations-là, on les retrouve dans la documentation technique de la LED. Quand vous achetez des composants sur un site marchand ou des choses comme ça, normalement, ils doivent vous fournir, avec l'achat du matériel, ils doivent vous fournir quelque part une information sur la doc technique de la LED, pour savoir justement quel est son comportement. Est-ce qu'elle a besoin, enfin quelle quantité de lumière elle fournit à, par exemple à 10 mA, à 20 mA, 30 mA, quelle est sa chute de tension quand le courant la traverse, etc. Et si on met pas de résistance, dans ces cas-là, oui, la LED va exploser. Parce que il n'y aura pas de contrôle de tension, et aussi parce que du coup il n'y aura pas de contrôle de courant. Et c'est là où j'y arrive justement, on va le voir juste après. On a donc notre LED qui consomme ces 2 volts à la louche. La résistance qui consomme les 3 volts restants. Et maintenant, la LED, une dernière chose, c'est qu'elle va émettre une certaine quantité de lumière en fonction d'un courant.
Si on met pas de limitation, elle va pas chercher à limiter le courant. Ça va se comporter comme un fil, elle va être passante. C'est un semi-conducteur, comme je disais tout à l'heure, elle peut être soit passante, soit bloquante. Donc si on met pas de limitation de courant, elle-même ne fera pas de limitation de courant. Et donc du coup, ce qui va se passer, bah, c'est qu'elle va pas se prendre la tête, la LED. Elle va tout, on lui donne du courant, bah, elle prend, jusqu'à ce qu'elle puisse plus prendre. Et donc du coup, paf, elle va exploser. Parce qu'il n'y a pas eu de limitation de courant, et arrive un moment, le semi-conducteur, là, à l'intérieur, le silicium, tout ça, ça n'a pas supporté le courant trop élevé, et pouf, elle a explosé. Et donc c'est pour ça que c'est important de toujours mettre une résistance pour accompagner notre LED. Ok? Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, on doit, normalement, quand on achète une LED, on a des informations sur son comportement. Notamment, quelle quantité de lumière elle fournit en fonction du courant qui la traverse. Très souvent, les petites LED comme ça pour faire de la lumière sur un circuit, on va les faire fonctionner sous 20 mA. Alors je vois que j'ai pris un peu de retard, je suis désolé, il est presque 9h30. On va les faire fonctionner sous 20 mA. Ça veut dire que il faut que notre résistance ici, elle soit capable, en faisant chuter les 3 volts, de, en même temps, brider à 20 mA. Et comment on fait ça? Tout simplement avec U égale RI. Puisqu'on a U au bord de notre résistance qui va valoir 3 volts, et qu'on veut un courant 3 volts, et qu'on a un courant I qui doit valoir 20 mA, si on veut par exemple fixer le courant à 20 mA, puisque la LED, elle, ne va rien limiter du tout, alors dans ces cas-là, combien vaudra R? Je reprends ma calculatrice, et donc, en manipulant ma formule, on fait U divisé par I égale R, donc on a U qui vaut 3 volts, et on a I qui vaut 0,02. Et on retrouve 150. Ça veut dire que si on met une résistance de 150 ohms, alors dans ces cas-là, donc là j'ai mis 150 ohms, alors dans ces cas-là, la formule U égale RI va être respectée pour donner 20 mA au travers de la résistance quand elle fait chuter 3 volts. D'accord? Et du coup, on peut s'amuser à le vérifier avec un multimètre. Ah bah non, remarque, on va pas le vérifier comme ça, on va directement regarder sur l'afficheur de notre appareil. Et voilà. Vu que les chiffres sont pas tout à fait les mêmes que ceux que j'ai utilisés, on n'a pas exactement pareil, mais on se retrouve exactement avec le comportement attendu. C'est-à-dire qu'on a 3 volts au bord de notre résistance. Notre résistance, elle fait 150 ohms. Et donc du coup, U égale RI, on se retrouve avec 20 mA dans notre circuit. La résistance va brider le courant qui passe, parce que U égale RI. Ça c'est un semi-conducteur, ce n'est pas soumis tout à fait à U égale RI, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc du coup, comme elle se contente juste de faire chuter ces 2 volts, et qu'elle laisse passer tout le reste du courant qui est donné, on se retrouve avec notre circuit qui fonctionne de la manière suivante. Est-ce que ça a du sens ce que je viens de vous expliquer? J'espère que oui. Je suis désolé, les 2 dernières minutes j'étais un tout petit peu plus vite pour rester dans le cadre de l'heure, pour pas vous faire perdre trop de temps. J'espère que ça a eu du sens. C'est sur ça que je voulais terminer. Donc c'est parfait. Et du coup, je vais pouvoir vous parler de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est qu'on va débuter en commençant rapidement, en reprenant un petit peu ça, pour que ça soit toujours bien clair, parce que c'est important d'avoir bien compris cet aspect-là. Parce que des LED, on va en faire claquer pas mal. Et la semaine prochaine, on va commencer directement à faire de la programmation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à brancher des LED, des résistances, etc. sur notre carte Arduino, pour pouvoir faire des petites animations avec des loupiottes. Donc on va voir comment fonctionne une entrée numérique, une sortie numérique. Enfin, pas les entrées, pardon. On va voir comment fonctionnent les sorties numériques. Et ensuite, comment fonctionne aussi la notion de temps au sein de l'Arduino. Comment on mesure le temps, comment le temps s'écoule au sein de l'Arduino. Pour pouvoir commencer à faire des petites animations avec les LED et pouvoir rentrer enfin dans le vif du sujet de la programmation. Oui, c'est ça. T'as raison. On essaye d'avoir 20 mA pour que la LED fonctionne correctement. Si on ne bride pas l'intensité, la LED laisse passer tout et donc du coup, elle explose. Donc on a créé dans la petite branche composée uniquement de la résistance et de la LED, on essaie dans cette branche là d'avoir 20 mA pour pas que la LED soit détruite.
et c'est le rôle de la résistance. Elle prend le reste de la tension, et en ayant la bonne valeur de résistance, U égale RI, on a la bonne valeur d'intensité qui va traverser la branche. Donc voilà, l'idée ça sera ça, la semaine prochaine, ça sera d'attaquer le vif du sujet. On résumera, on reprendra vite fait ça pour que ça soit bien frais dans les têtes avant d'attaquer l'Arduino, et on commencera la programmation. Si jamais vous avez envie, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, vous avez vu le rythme de la journée, il y a une répétition de ça qui sera mercredi à 15h, et vendredi à 12h30, donc si vous voulez rejoindre en cours de route, vous êtes bien entendu libre de le faire. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous voir la semaine prochaine. Pareil, lundi, 8h30, mercredi 15h ou vendredi 12h30. Ça sera 3 fois la même séance. Et j'espère que ça vous plaira toujours. Voilà. Je me rends compte que j'ai coupé le micro un peu trop tôt. Je disais donc bonne journée, bonne semaine à tous et à bientôt. La semaine prochaine, pareil, 8h30 pour le lundi, 15h pour le mercredi et 12h30 pour le vendredi. Et on reprendra tout ça, on continuera. À très bientôt, bonne semaine. Je pense que je choisirai une séance sur les 3. Je suis pas sûr que j'uploaderai les 3. Peut-être, peut-être pas, je vais voir. Ça coûte rien de toute façon d'uploader les 3, c'est vrai. Donc je vais voir, j'essaierai d'en uploader au moins une, en tout cas. Celle qui me paraîtra la plus mieux, celle où j'aurai le mieux expliqué. Voilà, à très bientôt.